Bonjour, c'est Nicolas du site utiliser-sur-mac.com. Dans la vidéo précédente, j'avais discuté avec vous de l'une des annonces récentes d'Apple, la future version de macOS, de son petit nom Big Sur. Et bien dans cette nouvelle vidéo, il est temps pour moi de parler de la deuxième grosse annonce qu'Apple a fait le mois dernier, annonce qui concerne cette fois-ci le matériel. Effectivement, le constructeur des Mac a déclaré qu'il allait changer la famille des processeurs qui animent ses ordinateurs. Alors, est-ce que c'est une information importante? Est-ce que cela va impacter l'utilisation que vous avez de votre Mac? Est-ce que cela va vous obliger à racheter tout votre matériel? Voire même, est-ce qu'Apple est un grand méchant qui ne prend ce genre de décision que pour vous obliger à racheter tout votre matériel? Nous allons voir tout cela dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vais réaliser mon classique moment auto-promo. Je prends donc quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utiliser-son-mac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, on va pouvoir parler d'Apple Silicon. C'est le nom de la nouvelle génération de processeurs qui va prochainement commencer à équiper les Mac. Alors, vous vous doutez bien que je ne vais pas directement vous dire oui, cette transition processeur est géniale ou non, cette transition processeur est nulle. Ça, je pourrais vous le dire de façon précise dans 5 ou 6 ans avec le recul. Par contre, même si je ne peux pas être aussi catégorique, je peux utiliser l'histoire passée d'Apple pour estimer ce que la nouvelle transition va apporter comme avantage, mais également comme problème. Effectivement, les transitions, ce n'est pas quelque chose de nouveau chez Apple. Le constructeur des Mac a déjà expérimenté par le passé deux types de transitions, le changement de processeur, mais également le changement de système d'exploitation. Pour les processeurs, Apple Silicon, qui est fabriqué sur une architecture ARM, représentera la 4e architecture processeur qu'Apple va exploiter sur ses Macintosh. Alors rassurez-vous, je ne vais pas parler technique, mais pour faire simple, les premiers Mac étaient équipés de processeurs 68K. À partir de 1994, Apple a commencé à migrer sur l'architecture PowerPC. Alors j'ai bien dit commencer à migrer, puisque cela a pris plusieurs années pour qu'Apple arrête de commercialiser des Mac à base de processeurs 68K. Donc ça, c'était la première migration processeur d'Apple. Ensuite, la deuxième migration de matériel a commencé en 2006, lorsqu'Apple a commencé à équiper ses Mac avec des processeurs Intel. Cette transition a été plus rapide que la première, puisque cette fois-ci, tout s'est réglé dans l'année. Et enfin, la troisième migration matérielle, cette fois-ci, en passant d'une architecture Intel vers une architecture ARM, a été énoncée le mois dernier. Et je serai incapable de vous dire précisément au jour près quand le premier Mac équipé d'un processeur Apple Silicon sera commercialisé et combien de temps durera la transition. Par contre, je peux vous dire que ce premier Mac est prévu cette année. Pour le changement de système d'exploitation, il n'y en a eu qu'un et il y a eu lieu en 2001, du moins pour les versions grand public. En gros, on est passé de macOS 9, notez bien les majuscules et les minuscules du mot macOS, c'est important, à macOS 10, qui au fil des années a été renommé en OS 10, puis en macOS. Donc depuis 2001, nous sommes toujours sur le même type de système. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'amélioration, il y en a eu un paquet, mais les bases sont les mêmes. Je vais très rapidement vous parler de cette ancienne migration logicielle et après je reviendrai plus en détail sur les anciennes migrations matérielles. En gros, macOS 9 était un super système d'exploitation. Bon, je sais, je ne suis pas très objectif, c'était le premier système que j'ai utilisé sur Mac. Mais il était super rapide, très agréable, bref, un bon produit. Sauf que c'était un vieux système. Je parle au niveau des bases. Pas de mémoire protégée, donc en cas de plantage complet d'une application, tout le Mac était planté. Ceux qui ont utilisé Internet Explorer sur macOS 9 voient de quoi je parle. Pas de vrai multitâche, c'est-à-dire que si vous aviez plusieurs applications ouvertes en même temps, ce n'était pas comme maintenant, et le multi-utilisateur, c'était juste du dépannage. Bref, un bon système du siècle dernier. Quand macOS 10 est sorti, cela faisait un paquet d'années qu'Apple essayait de trouver un successeur à macOS. Mais donc avec macOS 10, on résolvait tous les problèmes précédents, et même beaucoup d'autres dont je n'ai pas parlé. Mais la transition fut longue et douloureuse pour les professionnels. La première version finale de macOS 10, la 10.0, était très lente et n'avait même pas toutes les fonctionnalités qu'un système pouvait prétendre. D'ailleurs, pendant quelques temps, Apple a continué à vendre ses Mac avec macOS 9 d'installer, soit tout seul au début, soit ensuite à la fois macOS 9 et macOS 10. Bref, il a fallu attendre en gros 10.2 pour avoir un système réellement utilisable.
Apple a cependant mis les bouchées doubles, puisque 10.0 est sorti en mars 2001, 10.1 en septembre 2001 et 10.2 en août 2002. Mais donc en gros, avec 10.2, on commençait à ne plus regretter macOS 9, et avec 10.3, il y a eu l'apparition d'Exposé, donc autant dire qu'une fois sur 10.3, retourner sur macOS 9 a été très difficile pour moi. Pour ceux qui ne connaissent pas Exposé, j'en parlerai certainement plus en détail dans une vidéo que je réaliserai vers la fin de l'année, mais en gros, c'est pour moi la technologie magique et la plus indispensable de tout le système Mac. Rien que ça. Alors évidemment, si macOS 10, que l'on appelle maintenant macOS, est complètement différent de macOS 9, les applications existant sous macOS 9 ne pouvaient pas se lancer sur macOS 10, donc il a fallu qu'Apple réfléchisse à une solution de transition. Cette solution, elle s'est entre autres appelée Classic. En fait, macOS 9 pouvait se lancer entièrement à partir de macOS 10 et donc faire tourner les applications non compatibles avec le nouveau système. Alors évidemment, c'était une solution assez lourde. Et évidemment, si je vous en parle, c'est parce qu'Apple a fait beaucoup de progrès quelques années plus tard pour sa transition vers les processeurs Intel. Mais donc justement, parlons des transitions d'architecture processeur. Le processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur. En fait, quasiment tout transite par lui. Il n'y a pas une façon de construire un processeur, il y en a plein. Et évidemment, il y a plein de types de processeurs différents qui ont été construits depuis le début de l'informatique. On parle d'ailleurs d'architecture processeur. Alors, je ne vais pas vous parler de la première transition d'Apple, les 68K vers le PowerPC, puisque je n'étais pas encore sur Mac à l'époque. Or, le but de mes vidéos, c'est de vous faire part de mon vécu et de mon expérience. Mais je vais m'attarder sur la deuxième, celle qui a vu Apple passer ses Macs sur processeur Intel. Alors, pour commencer, remettons-nous dans le contexte. On est en pleine guéguerre Apple-Microsoft, les Macs sont équipés des processeurs G4 et G5, et les PC sous Windows équipés pour la plupart des Pentium 4 d'Intel. Les Pentium 4 d'Intel sont clairement dans une impasse au niveau consommation énergétique, mais les G5 font pas mal de surplace et consomment d'ailleurs trop d'énergie pour intégrer des ordinateurs portables. Steve Jobs, le patron d'Apple à l'époque, annonce après plusieurs mois de rumeurs que les Macs vont passer sur processeur Intel. Alors inutile de vous dire que quasiment toute la communauté Apple ne comprend pas et pense qu'Apple fait une sacrée bêtise. Et je suis poli, puisque ce n'est pas le terme que j'avais en tête à l'époque. Alors, avec le recul, est-ce qu'Apple a fait une grosse bêtise? Carrément pas. Donc la première leçon à tirer de cette transition, c'est qu'il ne faut pas juger la décision de quelqu'un si on ne possède pas les mêmes cartes que lui en main. Effectivement, quand Apple a annoncé ce choix, personne ne savait qu'Intel avait dans ses cartons une génération de processeurs qui enterrerait complètement les problèmes des Pentium 4. Enfin, personne sauf les dirigeants d'Apple qui ont pu faire un choix parfaitement sain pour l'avenir de leur société. Donc le premier qui me dit que passer les Macs sur des processeurs ARM, qui sont les processeurs qui équipent les iPads et iPhones, est complètement stupide car ces processeurs ne sont pas assez puissants, je pense que je lui répondrai qu'il n'est pas le mieux placé pour le savoir. Apple gagne de l'argent en vendant des Macs, peu, je vous l'accorde, à côté de ce que lui rapporte par exemple l'iPhone, mais elle gagne de l'argent quand même dessus. Donc si une transition processeur est lancée, bon, c'est a priori parce que les personnes les plus à même de juger ce sujet en ont conclu que c'était une bonne idée. Alors, ils peuvent se tromper, mais les risques sont quand même très faibles. Et d'ailleurs, les premiers retours du Mac mini spécialement destiné aux développeurs, celui qui n'est pas en vente, sont très encourageants. Mais donc, je reviens en 2006, ou plutôt en 2005, quand Steve Jobs a annoncé la transition. Beaucoup d'utilisateurs, moi le premier, n'étaient pas chauds à l'idée de passer sur des processeurs Intel. En 2006, le premier Mac à puce Intel sort, et grâce à Rosetta, tout se passe sans aucun problème. Alors bon, non, j'exagère un peu, il y a eu des difficultés, surtout pour les professionnels, mais de façon générale, ça s'est plutôt très bien passé pour le grand public. Mais justement, c'est quoi ce fameux Rosetta? En fait, un système d'exploitation est écrit pour un type de processeur. Apple codant lui-même son système, il a évidemment, à partir de 2006, fait en sorte que son système puisse être exécuté à la fois sur Mac PowerPC et à la fois sur Mac Intel. Par contre, les applications tierces étaient toutes écrites à l'époque pour PowerPC. Bien sûr, cela faisait plusieurs mois qu'Apple avait annoncé cette transition et avait fourni des outils aux développeurs pour qu'ils puissent dorénavant écrire leur logiciel pour les deux types d'architecture. Mais la plupart des logiciels n'étaient pas à jour et pour certains, il n'y en a même jamais eu de mise à jour. C'est là qu'intervient Rosetta. La pierre de Rosette, c'est ce qui a permis historiquement à Champollion de transcrire au 19e siècle les hiéroglyphes en langage moderne. Eh bien, Rosetta a permis au Mac de transcrire le code PowerPC en langage Intel. Et cette transcription se faisait à la volée. En gros, grâce à Rosetta, on a pu, avec
peu de perte de puissance, utiliser des applications non mises à jour sur des Mac Intel. Et ça a été le clé de voûte de ce changement de processeur. Alors je ne dis pas que tout était parfait, mais les équipes de développeurs de macOS 10 ont fait à l'époque un super boulot. Conclusion, lorsque l'on change de processeur, il faut retranscrire le langage de l'ancien pour que le nouveau puisse l'exécuter. Le mois dernier, lors de l'annonce du changement de processeur, Apple a annoncé un certain Rosetta 2. Donc, comme vous le voyez, ils sont préparés et je suis plutôt confiant sur le déroulement de cette transition. Et je le rappelle, ce sera ma 3e transition chez Apple. Donc, conclusion, pas de panique, il n'y a aucune raison d'avoir peur face à cette transition. Vous aurez le même système sous les yeux, il n'y aura aucun changement d'habitude à effectuer de votre côté. Et d'ailleurs, pour les développeurs, les outils de développement ont énormément évolué depuis le passage au processeur Intel. Donc même si pour eux, il y aura du boulot, ça se passera très certainement beaucoup plus en douceur que lors de la dernière transition matérielle. Mais si tout va bien se passer, pourquoi je réalise une vidéo aussi longue? Eh bien parce qu'il y a quelques petits points noirs qu'il va falloir maintenant aborder. Et oui, tout n'est pas rose. Alors, avant d'en parler, je précise à nouveau que je ne suis pas un devin et donc que je ne peux pas deviner tout ce qu'il va se passer. Par contre, je peux vous dire ce qui a posé des problèmes dans la dernière transition, le passage vers les processeurs Intel. Le vrai problème pour le grand public, puisque c'est cette catégorie d'utilisateurs qui m'intéresse, se situe plutôt à l'achat et sur la durée de vie de la machine. Effectivement, lorsqu'Apple réalise une transition de cette importance, cela nécessite beaucoup de travail de la part de ses développeurs. Donc Apple a dû faire des choix afin de les décharger au maximum, choix qui se sont révélés certaines fois assez radicaux. Par exemple, la première mise à jour majeure vendue par Apple sur DVD pouvant s'exécuter à la fois sur processeur PowerPC et à la fois sur processeur Intel, c'était macOS 10 Leopard, la version 10.5 du système d'Apple sorti en octobre 2007. Et bien pour uniformiser son système, dès la version 10.6, le système ne pouvait plus gérer que les processeurs Intel. Donc un Mac acheté en 2005, équipé à l'époque de 10.4, n'a pu réaliser qu'une seule mise à jour majeure de son système. Alors je rappelle qu'à l'époque, il y avait moins souvent de mises à jour majeures, mais cela posait des problèmes pour certains acheteurs, ou plutôt, cela réduit la durée de vie logicielle de leur Mac. Effectivement, rien n'empêche un ordinateur de tourner avec un système ancien. Mais à partir d'un certain âge, le système ne peut plus faire tourner des applications récentes. Donc même si le Mac tourne toujours très bien, eh bien il va être inutile si ce n'est pour faire tourner certaines tâches précises. Autre problème, les premiers processeurs Intel qui sont sortis avaient quelques petites erreurs de jeunesse. Les MacBook Pro 15 pouces, pour ne citer que, chauffaient beaucoup. Et de façon générale, les Core Solo et Core Duo qui sont sortis au début ont vite laissé la place aux Core 2 Duo qui, de par leur architecture, ont vite passé à la trappe les précédents. Bref, pour résumer, il y a eu une période charnière où si l'on achetait l'un des tout nouveaux Mac Intel, on risquait d'avoir quelques problèmes de jeunesse. Et si l'on achetait l'un des derniers Mac PowerPC, on se retrouvait au bout de quelques années avec un Mac qui ne pouvait plus accepter de mise à jour. Alors attention, je ne dis pas que c'est ce qu'il va se passer maintenant. Mais justement, transposons ce que j'ai dit au moment présent. Je vous ai dit que les premiers Mac Intel pouvaient présenter quelques problèmes. Il faut bien comprendre que c'était les premiers processeurs de ce type à sortir sur le marché. Actuellement, Apple a annoncé son passage à l'architecture ARM, mais elle utilise des processeurs de ce type depuis le premier iPhone. Et depuis 2010, elle design elle-même ses processeurs. Or, on est en 2020. Donc ce sera peut-être nouveau dans un Mac, mais bon, ce sera loin d'être nouveau pour Apple. Alors je ne dis pas que la première génération de Mac ARM n'aura absolument aucun problème. Ça, je n'en sais rien. Mais je suis persuadé que les risques ne seront pas beaucoup plus élevés que pour chaque nouvelle génération de machines. Parce que oui, de temps en temps, il y a des problèmes sur certaines générations. Les MacBook Pro 15 pouces de 2011 sont connus pour avoir des problèmes de carte graphique. Les MacBook Pro de fin 2016 et ceux de 2017 sont réputés pour avoir des claviers à problème. Bref, il y a encore plus de risques avec une nouvelle architecture, mais bon, je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup plus avec l'architecture ARM. Par contre, l'autre problème que j'ai évoqué, le fait que les derniers Mac utilisant une architecture processeur ne vont pas être mis à jour longtemps, risque de se reproduire. Alors, c'est évidemment une hypothèse de ma part, je pense même que cela ne sera pas aussi rapide que la dernière fois, en nombre de versions j'entends, mais il y a bien un moment où Apple va supprimer de son système le code Intel.
Cependant, et ce sera ma dernière hypothèse, je trouve que ce sera nettement moins gênant que lors du passage PowerPC vers Intel. Effectivement, le nombre d'applications est actuellement beaucoup plus important sur Mac que lors de cette dernière transition. Donc même en étant bloqué à un système, je pense que cela ne sera pas gênant aussi rapidement que la dernière fois. Bref, si je dois résumer ce que je viens de dire, c'est que si vous avez besoin d'acheter un Mac, achetez-le. Mais si vous pouvez encore attendre 2 ou 3 ans, ce serait peut-être l'idéal. Alors évidemment, ce que je viens de dire est un peu bateau, hein, je vous l'accorde. Personnellement, quand j'achète un Mac, c'est vraiment que j'en ai besoin. Mais je sais que tout le monde ne fonctionne pas comme moi. Et mon dernier conseil, si vraiment vous devez acheter un Mac cette année, c'est qu'à moins d'avoir besoin d'un modèle vraiment très spécifique, ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée d'acheter un Mac d'occasion. Il durera moins longtemps au niveau mise à jour, mais comme il sera moins cher, il sera rentabilisé plus vite. Bref, je ne peux pas vous donner une réponse précise, hein, personne ne le peut, ce sera à vous de peser le pour et le contre si vous devez acquérir un Mac assez rapidement. D'ailleurs, réfléchissez beaucoup à vos besoins. En passant, je n'ai pas du tout parlé de Windows, qui pour l'instant peut s'installer sur Mac, et je n'en parlerai pas car vous n'êtes pas nombreux parmi les utilisateurs qui regardent mes vidéos à me parler de ce système. Mais quoi qu'il en soit, j'avoue être assez impatient de voir ce que cela donnera dans les années à venir. Apple change d'architecture logicielle pour plusieurs raisons. Pour n'en citer que 2, la consommation énergétique de puces ARM, qui est très inférieure aux puces Intel, et le fait qu'elle design elle-même ses puces ARM. Les mauvaises langues vous diront que Apple pourra verrouiller encore plus ses ordinateurs, et les défenseurs d'Apple vous feront remarquer qu'une puce ARM designée par Apple sera beaucoup plus optimisée et permettra soit un gain de puissance, soit un gain de place, soit un gain d'énergie, soit un gain d'autonomie pour les portables, soit tout ça à la fois. Alors, moi je suis un peu plus mesuré, hein, je pencherai plutôt à une situation qui se situe entre les deux. Mais quoi qu'il en soit, je suis impatient de voir ce que cela donne. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com, ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, je remplace votre version de macOS par macOS 9. Évidemment, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt!